Bien que je ne regarde plus cette série depuis un moment, il y a un épisode de My Hero Academia que j'ai pas mal apprécié. C'est quand Deku a découvert le One for All Full Cowl. Jusqu'à présent, il concentrait le One for All dans une partie de ses membres. C'était une épée à double tranchant, car ça lui donnait beaucoup de puissance au prix de ses propres membres. Le Full Cowl lui permet de pouvoir répartir la puissance du One for All sur tout son corps, ce qui lui donne plus de force, plus de vitesse et plus d'agilité. Ce que j'aime bien dans ce type de power-up, c'est que ce n'est pas un power-up Deus Ex Machina. Ce power-up vient de la compréhension de son pouvoir. Ce type de power-up m'est aussi arrivé, comme par exemple lorsqu'on considère l'analyse combinatoire, en mathématiques c'est juste du comptage. On nous a appris plusieurs formules pour les arrangements, les combinaisons ou les permutations, et selon les cas de figure, il fallait utiliser des formules différentes. Mais je dois vous avouer que pour moi c'était quelque chose de très bizarre et très compliqué à maîtriser. Jusqu'au jour où je suis tombé dans la théorie sur le théorème fondamental de l'analyse combinatoire. Et c'est là le déclic est arrivé. Parce que j'ai compris l'intuition qui se trouve derrière le théorème, je n'avais même plus besoin des formules. J'étais même capable de retrouver les formules à partir de cette intuition. En plus de cela, j'ai fait partie des meilleurs étudiants de ma classe dans ce domaine. Un autre power-up concerne Vim. À mes débuts avec cet outil, j'étais un vrai débutant. Surtout que je l'utilisais comme un éditeur classique, et j'étais très lent avec. Mais quand j'ai appris à considérer Vim comme un langage à part entière, ma productivité s'est multipliée. C'est vraiment le type de pouvoir qu'on gagne par la compréhension. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup les jeux de société, j'aime beaucoup aussi les systèmes de pouvoir, ou bien même les langages de programmation. Et on va parler de ces derniers. Pour comprendre comment on fait un langage de programmation, on va d'abord regarder la base. Nous avons un être humain qui veut parler à une machine. On peut imaginer que cette personne a un problème, et il veut que ce problème soit résolu par une machine, notamment envoyer un mail ou un message. Comment devrait-il faire pour communiquer avec cette machine? Parce qu'en effet, l'ordinateur a un composant vraiment principal, c'est le transistor. C'est une porte qui permet de pouvoir envoyer deux informations. Soit que le courant ne circule pas, donc c'est 0, ou soit que le courant circule, c'est 1. C'est les deux seules informations disponibles. On pourrait se demander comment on est capable de pouvoir faire ça. Parce qu'avec simplement des 0 et des 1, est-ce qu'on peut vraiment représenter des photos, des vidéos, des présentations, ou bien même des musiques, ou tout simplement du texte? Et on va voir que c'est vraiment possible, rien qu'avec ces deux informations. Premièrement, un peu de théorie, on va parler de l'alphabet. Je pense que tout le monde a déjà eu à traiter un alphabet. Ça représente tous les symboles permis pour créer des mots. Alors on le sait, on a l'alphabet classique, A, B, C, D, E, F, G qui va jusqu'à Z. Mais on sait que dans les langues, nous avons aussi des caractères un peu plus spéciaux, comme par exemple le accent aigu, le accent grave, qui font partie de l'alphabet utilisé. Mais on peut utiliser n'importe quel autre symbole, notamment les touches d'une manette peuvent aussi servir. Ce sont des symboles distincts, ils peuvent donc représenter un alphabet. Dans le cadre de notre 0 et de notre 1, ils représentent un alphabet de 2 symboles. On va aussi passer au concept de mots. Donc un mot est une séquence de symboles, séparés par un espace ou une ponctuation spécifique. Par exemple, nous avons chat comme mot, on peut utiliser aussi maison, ou bien même ces caractères qui s'enchaînent et qui forment un mot qui n'est pas vraiment prononciable. Bien sûr, dans du bon français, ce n'est pas un mot, ça ne veut rien dire, mais dans la théorie des langues, ceci est bel et bien un mot. Bien sûr, c'est à voir s'il est valide ou non. C'est bien un mot, indépendamment de sa validité. En revenant sur notre exemple des touches, ici on peut représenter un combo comme un mot. Et je reviens encore dans la définition du mot en tant que séquence. Si on change la position de deux symboles, alors on tombe sur un mot différent. C'est pour ça que ce n'est pas un groupe, mais bel et bien une séquence. Ainsi, on peut utiliser 0, c'est un mot de une lettre. On peut aussi faire des mots de 2 lettres, donc 10, mais on peut faire des mots beaucoup plus longs. Et en tant que tel, on a le droit de faire ce qu'on veut. Une infinité de mots peut être créée avec simplement 2 lettres. Et ça, c'est génial. Bien sûr, dans la théorie du langage, il y a encore plein d'autres choses, notamment les notions de phrase, les notions d'orthographe, les notions de grammaire, et on va s'arrêter sur ce dernier. Car une grammaire, ça représente un ensemble de règles sur l'enchaînement des mots. Par exemple, une je pomme mange n'est pas une phrase valide selon la grammaire, car l'ordre des mots dans leur rôle n'est pas respecté. Je mange une pomme est une grammaire correcte, car ici nous avons le sujet, le verbe, avec le complément. Donc j'ai essayé de simplifier un maximum pour éviter de perdre trop les gens, et de me perdre moi-même. Mais revenons dans le cas de notre machine. Pour simplifier les choses, on va représenter cette machine comme
une personne. Et cette personne a autour d'elle une table, une armoire et une calculatrice. Cette personne est capable de pouvoir créer des nombres, mais elle devra quand même les stocker sur la table. Comme je pourrais dire, écrire sur la table, car la table a un nombre d'emplacements possibles pour écrire ces nombres. La calculatrice lui sert à faire des opérations sur des nombres, alors que l'armoire sert à stocker ces nombres sur la longue durée. Il peut donc avoir deux nombres et faire des transformations pour obtenir des nouveaux nombres, et peut choisir de les classer où il veut. On peut donc appeler cette table l'ensemble des registres ou bien même la RAM. La plupart des systèmes ont accès aux deux. L'armoire, quant à elle, est tout simplement la mémoire physique. Ça peut être des disques durs, des SDD, je pense que vous connaissez la chose. Et la calculatrice, c'est juste l'unité de calcul. On va maintenant se concentrer sur les registres. Il faut savoir que c'est, comme je l'ai dit, des cases mémoire qui sont là pour stocker les informations. Donc habituellement, ils peuvent avoir plusieurs annotations comme R. Selon l'architecture du microprocesseur ou du microcontrôleur, ils peuvent avoir des noms différents. Et je vous épargnerai tous les éléments qui sont dedans. Passons donc à notre premier langage, le langage assembleur, qui lui a une suite d'instructions, ou on appellerait un jeu d'instructions. Ça lui permet de pouvoir manipuler le bonhomme de tout à l'heure. Pour illustrer la forme de ce langage, on peut essayer de faire un simple calcul, 3 plus 4. Et bien en assembleur, cela ressemblerait à ça. La première ligne, move R1 3, dit simplement une chose, c'est qu'on va déplacer dans le registre R1 la valeur 3. Dans la deuxième ligne, add R1 R1 4, c'est qu'on va mettre dans R1 le résultat de l'addition de R1, donc son contenu est 4. Comme vous le voyez, on ne peut pas faire des additions avec des nombres à la volée, il faut d'abord les stocker dans des registres. Ça, c'est le coût réel de l'assembleur. Un avantage de l'assembleur, c'est que la transformation en code machine se fait de façon directe. Comme vous voyez tout à droite, nous avons les valeurs 3 et 4. Donc ici, c'est noté en hexadécimal. Il faut savoir qu'il y a une notation équivalente en binaire. J'aimerais qu'on puisse se concentrer sur move, car on voit que c'est un ancêtre commun de la plupart des langages. Ce qui concerne l'assignation de variables. Comme par exemple dans C, on ferait plutôt int R1 est égal à 3. Dans Python, R1 est égal à 3. Dans R, R1 flèche 3. Et dans Rust, let R1 est égal à 3. Bien sûr, dans ces langages, il faut savoir qu'ils ne vont pas faire les choses aussi simplement et proprement que le move, mais qui crée cette logique de variables pour le stockage. Maintenant, on va s'intéresser à une partie assez cool des langages, ce qui concerne la syntaxe. Pour créer un nouveau langage, il faut juste définir une syntaxe, et à partir de cette syntaxe-là, il faut viser maintenant une conversion en notation binaire. Ce qui nous amène aussi à un phénomène assez particulier, c'est que nous avons en fait deux écoles. C'est que nous avons les langages compilés, qui eux sont une syntaxe et des instructions qui vont être transformées en binaire une fois compilées. C'est le processus de la compilation. Mais il y a aussi une autre catégorie de langage qui ne va pas donner directement du code machine, mais qui, quand il va être exécuté, va appeler des fonctions prédéfinies dans le langage. Ce seront donc des zones précompilées. Il y a aussi un troisième cas qui est le cas des langages transpilés. Donc, c'est le cas des langages comme TypeScript, ou bien même mon projet personnel Typer. C'est donc la syntaxe d'un langage qui est directement convertie dans la syntaxe d'un autre langage. Donc, vous l'avez compris, il y a beaucoup de langages. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait faire des langages et pourquoi est-ce qu'il y en a autant? Alors, je vais essayer de faire une réponse à ma sauce pour expliquer les raisons derrière. Je résumerai tout ça avec le concept d'abstraction. Le code binaire est difficile à lire, le langage assembleur est bien sympa avec ses mots-clés, mais ça reste très loin des concepts qu'il y a dans la tête d'un être humain. Un être humain ne va pas commencer à manipuler de l'assembleur pour envoyer un mail. Il y a comme par exemple des abstractions qui sont propres à la majorité des langages, notamment ces notions de boucle, les notions de fonction, les notions de tableau et les notions d'autres structures plus complexes. Ça, on ne les trouve pas nativement dans de l'assembleur, bien qu'on puisse les créer. Mais l'abstraction peut vraiment aller partout. Notamment, on peut regarder ça dans le cadre d'un langage. Ici, j'ai choisi Python pour que tout le monde suive mieux. Nous avons comme par exemple ici une suite de moyennes calculées, donc moyenne entre deux nombres 2 à 2. C'est peut-être une moyenne qui est là pour calculer la différence de distance entre deux nombres. Mais comme vous voyez, on utilise la même procédure. On additionne deux nombres et on les divise par 2. Pour simplifier, on pourrait créer une fonction moyenne. Cette fonction moyenne prend A et B, va faire l'addition de A et B et va faire cette division. On peut maintenant utiliser moyenne là-bas.
on a un petit peu plus de lettres, mais le code devient beaucoup plus facile à lire. Et c'est ce que fait l'abstraction. Il permet de présenter une interface facile à utiliser. Cette interface présente un contrat de comment devraient fonctionner les choses. Il ne faut pas voir interface comme seulement du code. Ici, une interface, ça peut être un bouton, ça peut être une fenêtre, ça peut être une vidéo. Mais dans la programmation, on distingue quand même certains outils d'abstraction. Nous avons notamment l'abstraction par les fonctions, l'abstraction par les classes, l'abstraction par les interfaces. Nous avons aussi pour le langage l'abstraction par fonctionnalité. Nous l'avons vu, certains langages ont comme par exemple des fonctions anonymes, certains langages utilisent des types, certains utilisent des ADT, certains utilisent des mixins. Donc ce sont des fonctionnalités qui ajoutent un concept supplémentaire. Il y a aussi une autre idée que vous devez avoir lorsque vous êtes en train de travailler avec pas mal d'outils de concept, c'est que nous avons en fait tout en haut l'humain et tout en bas la machine. On sait que nous avons le langage machine qui est composé de 0 et de 1, et donc ça c'était à une époque lointaine, éloignée, une manière de communiquer avec une machine. Je pense que vous connaissez un peu les cartes perforées pour certains. Nous sommes ensuite passés au langage d'assemblage, comme le langage assembleur. Nous avons aussi, après, le langage C, qui introduit aussi pas mal de fonctionnalités dont on a parlé. Nous avons aussi d'autres langages, comme par exemple Java, qui ajoute aussi les concepts de classe, d'interface. Nous avons aussi des langages comme R, qui ajoutent aussi les concepts de vecteurs et de matrices. On peut aussi aller plus loin avec, comme par exemple, les frameworks, comme React, qui ajoutent des notions comme les components, les hooks, etc. Et ça aussi, on peut le placer donc au-dessus de la chaîne alimentaire, c'est le langage français. C'est le langage le plus proche de l'humain. Je pense que vous avez compris, plus on va en bas, donc plus on est bas niveau, et plus on parle des langages proches de la machine. Et plus on est dans du haut niveau, et plus on parle des langages proches de l'humain. C'est pour ça qu'on peut parler de langage de haut niveau ou de bas niveau, mais le plus juste, ce serait de dire si un langage est plus haut niveau ou bas niveau qu'un autre. Mais en tant que designer de langage, on se rend compte que on n'est plus trop au langage près, mais plus en termes de fonctionnalité. Donc le tableau juste, ce serait plutôt de garder uniquement les concepts et les fonctionnalités. Savoir si ce sont des concepts de haut niveau ou des concepts de bas niveau. Dans la suite des vidéos, on traitera de pas mal de sujets séparément, mais ce sont des sujets qui me tiennent à cœur, car comme je l'ai dit au début de ma vidéo, comprendre certains concepts m'a permis d'être beaucoup plus efficace dans le développement logiciel, même à l'ère où on manipule des IA. Donc on verra quelques-uns comme la programmation orientée objet, la programmation fonctionnelle, les principes don't repeat yourself dry, les principes solides, la composition versus l'héritage, et bien d'autres encore. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Mon but était de partager un peu de passion et une petite base qui explique comment fonctionnent les langages de programmation. Et peut-être aussi dans le futur, je pourrais présenter aussi comment créer un langage de programmation. En tout cas, la porte est ouverte. On vient à peine d'ouvrir une première page. Je suis sûr qu'on pourra encore voir pas mal de choses intéressantes. Dans tous les cas, prenez soin de vous et d'ici la prochaine fois, que Dieu vous bénisse.